Il l'appelait Vlad Tep. Mais l'histoire le connaît sous un autre nom. Vlad l'Empaleur. À la seule évocation de ce surnom, l'esprit se peuple d'images terrifiantes. Des champs entiers de cadavres embrochés, des cris de douleur s'éteignant dans la brume des Carpates, et un prince à l'œil impassible observant son œuvre macabre. Pourtant, derrière ce portrait d'horreur se cache une autre vérité, bien plus complexe et bien plus fascinante. Était-il vraiment un monstre assoiffé de sang? Ou un héros national, prêt à tout pour défendre son peuple contre l'invasion ottomane? Cette histoire n'est pas celle d'un simple tyran. C'est celle d'un homme pris au piège de son époque, dont la cruauté a été amplifiée, et dont l'héroïsme a été effacé. Nous sommes au XVe siècle, en Europe de l'Est. La Valachie, région montagneuse située entre la Moldavie, la Transylvanie et l'Empire ottoman, est un territoire stratégique et instable. C'est une époque où les alliances se font et se défont dans le sang. Le jeune Vlad naît dans ce monde brutal, probablement en 1431, à Sigioara, en Transylvanie. Son père, Vlad II, est surnommé Dracu, le dragon, car il appartient à l'ordre du dragon, une confrérie chevaleresque créée pour défendre la chrétienté contre les Ottomans. Son fils héritera du surnom Dracula, qui signifie littéralement « fils du dragon » ou « fils du diable », selon les interprétations. Ce nom marquera à jamais la légende. Mais le destin du jeune Vlad bascule en 1442, lorsqu'il est livré en otage au sultan ottoman Mourad II avec son frère Radu. Cette pratique, bien que diplomatique, est un enfer psychologique. Vlad grandit loin de sa terre natale, nourri de colère, de trahison et de méfiance. Son frère Radu, lui, s'attache aux Ottomans, se convertit à l'islam et deviendra leur allié. Vlad, au contraire, développe une haine viscérale contre ses geôliers et prépare sa revanche en silence. Lorsqu'il revient en Valachie, Vlad découvre un pays ravagé par la guerre civile, la corruption et les ambitions étrangères. Pour stabiliser le pouvoir, il doit frapper fort et marquer les esprits. C'est là qu'entre en scène sa stratégie la plus redoutée, l'empalement. Un supplice terriblement douloureux, consistant à enfoncer un pieu dans le corps, souvent par l'anus ou le vagin, pour le faire ressortir par la bouche ou le dos, laissant la victime agoniser pendant des heures, parfois des jours. Vlad n'utilise pas cette méthode uniquement pour tuer. Il l'utilise pour dissuader, pour terroriser, pour régner. Il commence par purger les boyards, ces nobles locaux corrompus qui avaient trahi son père. Lors d'un banquet, il fait arrêter tous les convives, les force à marcher sur des dizaines de kilomètres jusqu'à épuisement, puis les fait empaler ou asservir. Le message est clair. Désormais, il est seul maître à bord. Son règne est sanglant, mais efficace. Les routes deviennent sûres, les marchands osent de nouveau traverser la Valachie, et la population, bien qu'effrayée, reconnaît l'ordre nouveau instauré par Vlad. Mais c'est contre les Ottomans que Vlad va se forger sa terrible légende. En 1462, le sultan Mehmed II, le conquérant de Constantinople, décide d'envahir la Valachie. Les forces sont inégales. Vlad commande quelques milliers d'hommes face à une armée ottomane 10 fois plus grande. Alors, il opte pour une tactique digne d'un film d'horreur. Il mène une guerre psychologique d'une cruauté calculée. Il ordonne de contaminer les puits, brûle les villages pour priver l'ennemi de ressources et harcèle les troupes adverses par des embuscades nocturnes. Mais le point culminant de cette terreur organisée reste l'épisode du « Champ des Empalés ». Lorsque Mehmed approche de Targovite, la capitale de Vlad, il découvre une vision d'apocalypse. Plus de 20 000 cadavres empalés, alignés sur des kilomètres. Des soldats, des civils, des prisonniers, tous figés dans la mort, le visage tordu de douleur. L'effet est saisissant. Même Mehmed, pourtant habitué aux horreurs de la guerre, recule. Vlad vient de remporter une victoire morale, sans livrer de bataille directe. Mais cette stratégie a un prix. Son peuple est épuisé. L'Occident chrétien, qui aurait pu le soutenir, reste passif. Et son frère Radu, soutenu par les Ottomans, parvient à s'imposer comme prince fantoche à sa place. Vlad est contraint de fuir, trahi une fois encore, cette fois par les siens. Il est capturé en Hongrie et emprisonné pendant près de 12 ans. Mais même en captivité, sa réputation continue de grandir. Les pamphlets allemands de l'époque, souvent alimentés par ses ennemis saxons, diffusent des récits effrayants sur sa cruauté. On dit qu'il empalait des bébés, qu'il faisait bouillir des ennemis vivants, ou encore qu'il buvait du sang. Ces récits sont exagérés, amplifiés. Mais ils inspireront, des siècles plus tard, l'écrivain Bram Stoker, qui crée le personnage de Dracula en s'inspirant librement de Vlad. En 1476, Vlad est libéré et tente une ultime reconquête de la Valachie. Il y parvient brièvement, mais est assassiné quelques mois plus tard. Son corps décapité est envoyé au sultan, tandis que sa tête est exposée sur une pique à Constantinople.
Une fin cruelle pour un homme qui aura vécu et régné dans la terreur et dans le respect. Mais l'histoire, elle, ne s'arrête pas à son exécution. En Roumanie, Vlad est encore aujourd'hui considéré comme un héros national. Pour certains, il est l'incarnation de la justice implacable, celle qui ne tremble pas devant le chaos. Pour d'autres, il est un symbole de résistance face à l'Empire ottoman, un homme prêt à sacrifier son image et son âme pour défendre sa terre. Les historiens eux-mêmes sont divisés. Était-il un tyran cruel au sadisme pathologique? Ou un prince pragmatique dans un monde sans pitié, ou la survie d'un peuple passé par des mesures extrêmes? Peut-être était-il les deux à la fois. Et c'est là toute la complexité du personnage. Car Vlad l'Empaleur n'est pas seulement une figure historique. Il est un miroir. Celui d'un temps révolu où le pouvoir se mesurait en tête tranchée, où la paix se gagnait dans la peur. Celui d'un homme qui a choisi l'horreur pour garantir l'ordre. Et peut-être, dans son esprit, pour le salut de son peuple. Alors, qui était vraiment Vlad l'Empaleur? Un monstre né du chaos? Ou un rempart contre l'anéantissement? L'histoire n'a pas fini de trancher. Mais une chose est certaine, ceux qui ont vu ses œuvres n'ont jamais oublié son nom.